Chapitre 2. Peur dans la plaine de Fangmui. Quelques jours plus tard, Tao demanda à son père de pouvoir l'accompagner au temple pour y déposer les offrandes. Chen l'emmena. Lorsque les portes s'ouvrirent, Tao ressentit un bien-être sécurisant. Maître Fong fit entrer ses hôtes et les accompagna jusque dans les cuisines. Alors que Chen parlait longuement avec Maître Fong, Tao disparut dans les couloirs du temple à la recherche de Lao Tse Ming. Lorsque derrière une porte à l'effigie d'un tigre, surgit d'un bond le grand maître, comme s'il avait senti la présence du jeune homme. Lao Tse Ming mit sa main sur l'épaule de Tao et lui dit « Je savais que nous nous reverrions, petit tigre. Tu es jeune et vaillant et ton cœur réclame vengeance. Mais on ne construit rien sur le terrain de la haine. Crois-tu avoir les griffes assez longues et les dents assez aiguisées pour te lancer dans un combat dont tu ignores les règles ? Je veux apprendre, devenir moine et grand maître un jour. Je veux protéger ma mère et combattre le dragon noir, répondit Tao. Le combattant est toujours un individualiste, avec un seul objet constamment à l'esprit, combattre. Sans regarder ni derrière, ni à côté de lui, il lui faut se débarrasser des obstacles affectifs et physiques, intellectuels qui freinent son élan vers l'avant. Le chemin de la vérité est encore long, petit Tao. Tu as besoin de tes parents comme ils ont besoin de toi. Apprends encore à l'école de la vie. Lorsque dans la fleur le fruit grandit, les pétales tombent d'eux-mêmes. Sois patient, Tao. Le plus grand des fleuves est né de la plus petite rivière et le plus grand arbre est né de la plus petite racine. Chen, les ayant rejoints, remercia Lao Tse, prit son fils par la main et quitta le monastère. Tao regarda son père et lui dit « Quand je serai grand maître comme Lao Tse. Tu crois qu'il est plus fort que Maître Fong ?» Chen répondit « Tu sais, mon fils, je crois qu'il arrive un moment où la sagesse est de ne plus combattre, où les esprits savent se rencontrer dans la paix de l'âme. Comprends que le respect de l'un pour l'autre se fond dans l'harmonie de leur enseignement. Il ne peut y avoir de combat entre eux, où c'est la vie du temple qui s'effondre. » Le soir venu, la petite famille de Tao ferma le restaurant pour mieux se retrouver. Ils s'installèrent sur la petite terrasse, allumèrent quelques lanternes et lampions, prirent le temps de parler, de manger et même de prier pour l'âme de Fulong. Avec le soleil, Tao alla se coucher en serrant bien fort Pandi dans ses bras. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles pour Tao. Il était très inquiet pour son âme, et il craignait qu'elle ne fût pas assez lumineuse pour monter jusqu'au ciel. Il commença, près de sa cabane, à taper sur des bambous en imaginant des scénarios de combat avec le terrible dragon noir. Le lendemain matin, comme bien d'autres matins, Tao prit le chemin des écoliers, accompagné par sa mère, qui s'en allait dans la plaine. Ce matin-là n'était pas un matin comme les autres. Tao était rempli de questions et de doutes concernant son âme et celle des autres. Il se dit qu'il poserait la question à son professeur, M. Quang. L'école n'était pas très grande. Les élèves avaient entre 6 et 11 ans. M. Quang enseignait le chinois, la calligraphie, le dessin, le calcul, les chants folkloriques et l'agriculture. L'école avait lieu tôt le matin jusqu'en début d'après-midi avec le repas en commun à midi. En milieu de journée, les élèves étaient libérés afin qu'ils puissent contribuer aux travaux familiers. M. Kong servait le repas de midi aux enfants avec l'aide de Chu Chang, sa fille aînée âgée de 17 ans. Dans la salle de classe, 14 pupitres avec autant de chaises et de petits encriers sur chaque place. À peine la leçon commencée, Tao leva la main pour prendre la parole. M. Kong la lui donna aussitôt. « Comment peut-on savoir si notre âme est pure ? C'est une question difficile. Notre esprit est partagé par des notions du bien et du mal, répondit M. Quang. Chaque expérience nous permet de juger si l'on fait bien ou mal.
Si tu donnes ta confiance ou ta parole, tu dois t'attacher à ne pas trahir cette parole. Si tu ne réponds pas à la violence par la violence, si tu illumines le mensonge de ton esprit, si tu aides le plus faible, si tu partages avec le plus pauvre, alors ton âme reste pure. Mais est-ce que l'âme pure reste pure et l'âme pure d'un enfant comme moi peut-elle éclairer jusqu'au ciel à travers la forêt, monsieur? Monsieur Cohn eut une hésitation, puis il répondit à Tao. Je crois que je vois où tu veux en venir avec cette question. Je pense que tu veux parler de la légende du dragon noir, n'est-ce pas? Oui, répondit Tao. Tout d'abord, il me semble que c'est une légende. Nous n'avons pas la moindre preuve de son existence. Et la mort de Fulung, s'écria Tao. La mort de Fulung est une bien triste épreuve. Mais je connaissais bien Fulung, et je sais que son âme n'était pas impure. Elle était très gentille, et je crois plutôt qu'elle a été assassinée. Pour répondre à ta question, oui, l'âme pure de tous les petits enfants rayonne jusqu'au fin fond de l'univers. Plus les enfants sont jeunes, plus ils rayonnent, comme la pureté de l'eau qui jaillit de la source fraîche, limpide, pleine de vie et de minéraux. Et plus elle s'écoule, plus elle se trouble. Parfois, elle est contaminée et répand ses poisons, tuant toute forme de vie en son sein. La véritable quête devient alors la recherche perpétuelle de la limpidité originelle de la rivière intérieure. J'ai même entendu dire que ce sont les âmes pures des enfants qui permettent aux étoiles de briller. Tao se calma et ne posa plus la moindre question. Avait-il compris ce que M. Cohn voulait dire? Toujours est-il que Tao s'enfonça dans un profond silence. Mais la pause et le repas redonnèrent à Tao le sourire et la joie de vivre qu'on lui connaissait. À la fin de la classe, Tao courut en direction du temple. Il chercha tout autour des murs de l'enceinte du monastère un trou, un espace, une faille où il pourrait espionner les moines et entendre leurs secrets. Peut-être avait-il trouvé un espace à sa taille pour qu'il puisse s'introduire dans le temple sans que personne ne le voie, pensait-il. Hélas, au premier coup d'œil, Tao constata que les murs ne possédaient aucune faille, pas même une lézarde à exploiter. Assez pour aujourd'hui, je ne veux pas être en retard, mais je reviendrai demain. Arrivé au restaurant, Tao trouva son père en grande discussion avec deux hommes qu'il n'avait jamais vus. Chen fit semblant de ne pas voir Tao et entraîna les deux hommes à l'extérieur. Tao alla à la cuisine prendre son goûter et préparer le casse-croûte pour sa mère. En retrait de la scène, Tao restait attentif à l'altercation entre son père et les hommes. Le ton monta assez vite et Chen chassa les deux hommes à coups de balai. Puis il rentra. Il avait l'air préoccupé. Tao lui demanda « Qu'est-ce qu'il voulait ?» « Rien du tout, rétorqua Chen. Ce sont des histoires de grandes personnes et cela ne te regarde pas. As-tu vidé les poubelles ?» ajouta-t-il. « Non, pas encore, répondit Tao. Alors tu attends quoi? Et ne reste pas ici, ta mère t'attend. Tao n'eut pas le temps de faire son devoir et partit sur le chemin de la plaine à la rencontre de sa mère.